Gestion de l'absentéisme. Je suis Marie-Rachel Jacob, professeure-chercheur en management stratégique des ressources humaines et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Marianne Cousin-Renier. Marianne, si vous pouvez donner Oui, quelques mots de bonjour. présentation. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc je suis, Marianne Cousin-Renier. Je suis directrice du programme, Prévenir et gérer l'absentéisme pour le groupe de protection sociale Malakoff Humanis. Voilà, donc en attendant que, la plupart d'entre vous se connectent et arrivent avec nous sur cette plateforme, nous allons donc passer, quelques minutes d'attente et dans cette attente, on vous propose effectivement de voir un petit peu le menu, donc le programme de ce webinaire aujourd'hui, autour de la gestion de l'absentéisme maladie, comprendre les enjeux de santé au travail des managers et des salariés du secteur privé. Donc 3 temps pour, ce webinaire. Un premier temps d'analyse descriptive des profils des salariés touchés et des types d'arrêts par durée. Un second temps, avec une analyse des arrêts avec motif de troubles psychologiques et un troisième temps sur l'analyse de la prévention. Donc comme je vous le disais en préalable, nous avons la chance d'être accompagnés par Marianne Cousin-Renier, donc qui est directrice du programme Prévenir et gérer l'absentéisme chez Malakoff Humanis. Bienvenue encore à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vous propose effectivement de démarrer par, une première partie consacrée à la description des profils des salariés touchés et des types d'arrêts par durée. Avant de démarrer, quelques mots au sujet de la manière dont nous allons traiter les questions. Donc vous êtes, bienvenus, vous êtes attendus sur, vos questions dans le chat. Il y aura une modération assurée par, mes collègues en back office, mes collègues d'EM Lyon et nous allons prendre le temps à la fin de chacune des 3 parties que je vous ai présentées, de répondre à des questions, alors plutôt des questions de clarification dans un premier temps et à la fin de notre présentation, nous pourrons revenir effectivement sur, des questions un peu plus de fond qui nécessitent un peu plus de temps pour y répondre. En tout cas, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, à la poser, donc nous la gérerons, nous pourrons effectivement, y répondre à un moment donné dans la présentation. Donc, je vais donner la parole, à Marianne Cousin-Renier pour, la première partie sur l'analyse descriptive des profils des salariés touchés et des types d'arrêts par durée. Merci beaucoup Marie-Rachel. Je démarre fort, hein. Je démarre avec un chiffre que vous avez certainement tous pu, découvrir dans la presse. L'absentéisme s'envole et cette année, un salarié sur 2 s'est vu, proposer, au moins un arrêt de travail. Alors je vais peut-être vous parler un petit peu de la méthode de cette étude avant que nous rentrions dans les détails. Donc le groupe Malakoff Humanis investit, les études depuis, 2009. Ça fait depuis 2009 qu'on a mis en place, un certain nombre, d'observatoires et de baromètres et le baromètre absentéisme, est, bien stabilisé depuis 2016. Donc chaque année, on interroge un panel représentatif, du secteur, privé. Alors représentatif d'une part par, la composition des entreprises, qu'il y a, par leur taille, par leur secteur d'activité, par, la région qu'ils représentent et puis représentatif, au titre des salariés qu'ils ont, donc la moyenne d'âge, le sexe, la CSP, l'ancienneté et cetera. Donc il s'agit d'une enquête de perception, c'est pas une enquête qui est faite sur, le portefeuille des entreprises du groupe Malakoff Humanis qui n'est pas représentatif du secteur privé, en France. Et chaque année, le questionnaire reste stable avec quelques nouvelles Mmh. questions que l'actualité nous oblige, à introduire. Donc vous allez voir que je vais vous partager aussi quelques, éléments apportés par les médecins et médecins du travail, car cette année, on a décidé d'enrichir l'étude en interrogeant 200 médecins, généralistes et 40 médecins du travail qui vont nous donner, leur vision de l'arrêt de travail et puis des solutions, préconisées pour, limiter, les effets. Next.
Alors, donc je vous l'ai dit, cette année, eh bien oui, un salarié sur 2 a été, arrêté. Alors vous voyez que 2020, qui a été, la période, covid où nous étions au creux de la vague, nous a fait penser qu'on remonterait peut-être, progressivement, à l'avant-crise. Mais personne n'avait anticipé que l'absentéisme décollerait, au-delà. Mmh. Personne n'avait anticipé que nos vies allaient être, percutées par, le télétravail et par, bien d'autres choses encore dont on va parler au fil de cette présentation. Alors vous voyez que cette année, nous avons pris eh bien, 8 points, de plus, qu'en Mmh. 2022. Ces chiffres ont été, comment dire? Confirmés, par la CNAM qui, Mmh. elle a annoncé, plus 7 points. Alors Mmh. on a un petit décalage entre, ce qu'annonce la CNAM et ce qu'annonce Malakoff Humanis, du fait que là on parle d'arrêts prescrits qui ne sont pas forcément les arrêts qui ont été pris, alors que la CNAM, elle, communique sur tous les arrêts de travail qu'elle a vus passer. Donc cette hausse de 8 points, elle est tirée par, différentes catégories de salariés, puis différents secteurs d'activité aussi. Donc, en principal, on va voir, les managers, les ouvriers qui ont été absents, à 57 les jeunes qui, affichent un taux d'absentéisme, au-dessus de la moyenne, mais depuis de nombreuses années. Un secteur de l'industrie qui est au-dessus de la moyenne, un secteur santé qui explose les plafonds, des salariés, moins engagés qui sont aussi plus absents et puis, d'autres salariés avec, des fragilités, dont on va parler après. On peut passer à la suite. Next. Alors, ce que je vous propose, c'est, de regarder, un petit peu plus en détail qui sont les salariés, absents. Donc vous voyez sur la droite que les jeunes, Mmh. depuis, 2016, vous voyez, sont vraiment, au-dessus de la courbe. Ce qui nous inquiète un peu cette année, c'est que, ils ont vraiment, pris 12 points, donc Mmh. ils ont beaucoup plus augmenté, que la moyenne. Hem Et donc les jeunes, évidemment, nous inquiètent parce que, ce sont les générations futures, c'est eux qui représentent aussi le futur du travail. Donc de les voir décrocher comme ça, évidemment, on a envie de comprendre ce qui se passe. Donc, on a évidemment quelques éléments de réponse. Je pense que Marie-Rachel, vous vouliez réagir, sur ces jeunes? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marianne pour ce début de présentation et pour confirmer effectivement l'importance, hein, de ce baromètre, de cette méthode, utilisée par, Malakoff Humanis, pardon, qui nous permet effectivement d'avoir depuis 2016 une progression, une constante effectivement dans cette mesure de l'absentéisme. Et pour revenir à la question des jeunes, effectivement, donc la population des 18-34 ans, donc de mémoire, hein, Marianne, vous m'aviez dit que, les personnes interrogées sont soit en CDD, soit en CDI, et Absolument. on sait effectivement que cette population des 18-34 ans est beaucoup plus confrontée à la question des CDD et notamment subis, puisque, on sait qu'aujourd'hui, certains jeunes choisissent la formule du CDD, en général des jeunes très qualifiés qui ont le choix sur le marché de l'emploi. Là, effectivement, dans cette population des 18-34 ans, on va quand même encore trouver beaucoup trop malheureusement de jeunes qui subissent, de l'emploi intermittent, de l'emploi en contrat court qui se renouvelle. Et donc, on le sait grâce notamment, aux études du CEREQ à Marseille, donc qui suit les sortants, de l'école, hein, quel que soit le niveau de diplôme. Et donc on sait que, sur les 10 premières années de vie active, hein, moins les jeunes sont diplômés, moins les jeunes sont qualifiés, plus ils mettent de temps à accéder à ce qu'on appelle un emploi stable. Et donc ils sont confrontés véritablement à des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi. Ce qui pourrait expliquer en partie, hein, ce taux d'absentéisme supérieur à la moyenne des salariés, puisqu'on le verra dans la suite, le fait d'avoir une situation de travail, incertaine, d'avoir de l'insécurité, dans son emploi, c'est une des causes effectivement qui dégrade la santé mentale, en particulier. Donc je vous repasse la main, Marianne, pour Absolument. les managers.
Oui. Alors juste avant les managers, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs courbes et notamment la courbe violette qui est celle, des 50 ans et plus, donc des ce Mmh. qu'on appelle les seniors. Donc on pourrait être tenté, hein, de comparer les jeunes et les seniors puisque finalement on est aux 2 extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'absentéisme, l'absentéisme des jeunes et celui des seniors n'a strictement rien à voir et donc on va le détailler peut-être un peu après, mais on va avoir un absentéisme beaucoup plus court et perlé chez les jeunes, alors que les salariés plus âgés Mmh. vont s'absenter moins souvent, en revanche sur des périodes beaucoup plus longues. Voilà, c'est ça la petite nuance que je voulais vous donner. Si on regarde, les managers donc à gauche, donc c'est, une population qui voit son absentéisme, bah, c'est l'absentéisme qui a le plus progressé puisque, ça augmente de 13 points par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, c'est inquiétant, hein, ces managers, c'est une population qui est très sollicitée, à qui on demande beaucoup et particulièrement, depuis la crise covid, hein, ils sont non seulement le pivot de l'entreprise, mais, ils se sont vus du jour au lendemain, confrontés à manager des gens à distance, puis à manager des gens en Mmh. hybride et puis finalement à manager dans un climat qui est à la fois compliqué au plan économique, au plan écologique et au plan politique. Donc tout ça, ça donne, Mmh. quelque chose de enfin, une espèce de climat anxiogène, Mmh. dans lesquels, les managers doivent pagayer et essayer autant que faire se peut d'emmener leurs équipes, vers leurs objectifs. Donc dans d'autres études, qu'on réalise sur la santé au travail, notamment, des managers, ils nous disent qu'ils, se sentent épuisés, stressés, avoir des problèmes de sommeil, prendre des anxiolytiques. Donc il y Mmh. a un vrai décrochage des managers et peu d'entreprises sont assez prêtes, à l'entendre. Mmh. Disons Heu, que, excusez-moi Marianne, je vous c'est en vrai que la prie. difficulté, c'est que comme les solutions potentielles de gestion de l'absentéisme passent par la ligne managériale, la situation Absolument, de tension dans laquelle on est, c'est que c'est justement cette ligne managériale qui est en souffrance et donc de compter en plus sur elle pour, réguler les problèmes de santé au travail, et d'arrêt maladie dans leurs équipes, vous voyez, là, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une tension assez importante. absolument. On va le voir quand même, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est pas on n'est pas en train de vous annoncer, la fin du travail en entreprise. En revanche, c'est vrai qu'on va le voir dans les perceptions, on a un travail à faire de communication auprès des dirigeants en particulier, pour les sensibiliser à, effectivement comprendre cet absentéisme, d'où vient-il? Comment il se traduit dans les différentes couches de population? Merci Marianne. Je vous en prie. Next. Il y a un petit temps entre voilà. Alors le tour, ne serait pas totalement complet si, je n'abordais pas les catégories de salariés qui sont, les plus fragiles et Mmh. qui, vous le voyez, ont des taux, d'absentéisme qui peuvent évidemment, aller au-delà des taux moyens. Donc, d'abord, j'ai envie de dire, on va parler des salariés en situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ces résultats sont déclaratifs, hein. Donc quand les Mmh. salariés, déclarent avoir été absents et nous disent gentiment être en situation de handicap, ça ne veut pas dire, qu'ils ont déclaré leur handicap dans l'entreprise, hein. Il y a 80 des handicaps qui sont invisibles et tous, par peur peut-être de stigmatisation, enfin, n'amènent pas le salarié à demander une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Voilà, donc c'est important dans la notion de résultats, de bien comprendre que ce sont des résultats déclaratifs. Voilà. Eh bien, ces salariés donc en situation de handicap sont, suivis par, les salariés en situation d'aidance. Mmh. Les aidants, vous voyez, sont 57 donc à avoir eu, au moins un arrêt, dans Mmh. l'année et parmi eux, on le détaillera peut-être un peu tout à l'heure, on va observer, une fréquence des arrêts qui est beaucoup plus importante. Ils Mmh. sont 25 à en avoir eu, 2 et 18 à avoir eu 3 arrêts dans l'année, pardon. Mmh. Voilà, donc les aidants, c'est vraiment une population qui est, très fragile, dont on commence à se préoccuper, mais dont les dispositifs actuels ne Mmh. leur permettent pas toujours Mmh. de s'occuper de leurs parents ou de leurs enfants, sans être obligés de recourir à l'arrêt de travail. Mmh. Voilà.
On observe Ouais. aussi, Marianne, sur les Ah oui, monoparents, donc ce qui est ouais. étonnant, c'est qu'on a quand même des dents de scie, quoi. C'est vrai que là, pour l'instant, la tendance reste quand même un peu, voilà, un peu Ouais, alors je particulière. je l'ai laissé en toute transparence, mais j'ai très peu d'éléments Mmh, pour vous expliquer pourquoi on a un pic, mmh, sauf parce que peut-être, l'échantillon, monoparent soit un petit peu plus représenté une année sur que l'autre. mmh, Parce que c'est vrai que c'est pas un critère de sélection au départ, mais quand on pose les questions, la situation nous est mmh. proposée. Donc voilà, on n'a pas fait ce critère de choix dans l'échantillon, donc j'ai un petit peu de mal à vous expliquer pourquoi il y a eu cette dent de scie sur les monoparents. Enfin, dans tous les cas, ça reste une catégorie, de fragilité, hein, puisque, Absolument, là, absolument. les chiffres sont vraiment alarmants sur, la situation de pauvreté, hein, qui touche, de manière très surreprésentée, les familles monoparentales, notamment les familles monoparentales de femmes avec charge d'enfants et c'est vrai que, voilà, on a cette problématique des dents, mais on a aussi effectivement cette problématique de famille monoparentale, notamment pour, voilà, assurer une protection sociale, qui soit de nature aussi à Mmh. permettre à ces personnes de rester en emploi, en faisant face effectivement, à des difficultés d'organisation familiale, qui pourraient être équivalentes à celles des aidants, voilà, qui ont quand même de l'aide par ailleurs pour s'occuper de leurs proches. Ouais. Vous avez tout à fait raison parce que ces monoparents, quand on a fait une étude de fragilité, par ailleurs et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand, c'est la maman, hein, qui a la garde des enfants, très souvent, elle est obligée de prendre un temps partiel. Donc en fait, elle cumule ces familles cumulent plusieurs fragilités, dont une fragilité financière. Bah, voilà, c'est Mmh. en tout cas ce que nous a révélé, cette étude. Alors j'en profite, je vois dans le chat que nous avons une question de Nicolas M sur les parents en général. Hem, Est-ce que vous avez ces chiffres sur une différence entre les salariés qui seraient parents et des salariés qui seraient pas parents? C'est Alors pas non, découpé, j'ai pas cette dans cette donnée. étude? OK. Ouais, c'est pas découpé dans cette étude parce que là, on Mmh. s'est attardé sur les fragilités. On n'a pas Oui. considéré que le fait d'être parent était une fragilité. Non, mais disons que c'est vrai qu'en termes Mais ça aurait d'organisation, été de intéressant. conciliation et ça peut-être que, faudrait que je réfléchisse, on retrouvera ça peut-être dans d'autres enquêtes, dans d'autres Ouais. études. Je pense que le même Nicolas M a une question sur la réconciliation des données avec celle de l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, est-ce qu'elle a, voilà, Par des rapport à indemnités quoi? journalières maladie? Donc effectivement, c'est sur des indemnités journalières maladie, hein, c'est ça que je comprends dans votre question. Donc après effectivement, de mon côté, j'avais pas trouvé les données, des données qu'on pouvait rapprocher de la manière dont le baromètre, Malakoff Construit. Humanis, travaille et donc ce qui est quand même intéressant, dans le baromètre, je trouve, par rapport à ce que peut faire l'assurance maladie, c'est que le baromètre va descendre par, entre employeurs. Donc on va avoir, des données croisées entre les employeurs, les salariés, et sur le secteur privé. Alors je voyais qu'il y avait quelqu'un effectivement qui parlait du secteur hospitalier, donc les données ne concernent uniquement, que le secteur privé, donc Oui, les cliniques effectivement, mais pas la pas les fonction hôpitaux. publique, Ouais, pas pas la la fonction fonction publique publique. hospitalière. Voilà, Exactement. pour clarifier un peu de quel type d'absentéisme on parle, en Mmh. sachant qu'on sait effectivement que, les soignants sont très soumis à Oui. un durcissement des conditions et donc une exposition à un risque de santé beaucoup plus élevé. Oui. Mais d'ailleurs, dans le secteur de la santé, puisque j'ai des données, enfin, que je vais vous partager, les résultats sont assez similaires avec ce qu'on va retrouver à l'hôpital, hein. Mmh. Voilà, parce que les Donc on a cliniques des sont des tendances, gros. OK. Absolument. Je vous propose qu'on passe à la suite. Hop. Donc effectivement, avec toutes ces données présentées par Marianne, hein, encore merci, de ce partage et donc du croisement qu'on peut faire avec un recul plus théorique, plus académique. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous parler un peu de cette norme du salarié idéal, qui est, issue de recherches, hein, qui sont pas si récentes, menées aux États-Unis dans les années 90, donc dans le champ du droit.
par une chercheuse, qui s'appelle John Williams et une autre chercheuse par ailleurs nord-américaine et aux États-Unis, donc en sociologie, John Hacker. Et donc elles ont convergé finalement vers l'idée que, dans en tout cas sur le marché de l'emploi, aux États-Unis dans les années 90, elles voient poindre un peu, une norme persistante, hein, malgré des transformations, sociales importantes, qu'elles ont appelée la norme du salarié idéal, pour décrire la situation d'une personne qui serait en emploi à temps plein depuis sa jeunesse et pendant 40 années sans interruption. C'est une représentation qui correspond à une division sexuelle du travail qui est héritée de la révolution industrielle et des années 60, donc aux États-Unis en particulier, qui est fondée sur une famille où le mari gagne le salaire, qui permet de subvenir aux besoins du foyer, donc le foyer tenu par l'épouse. Et donc finalement, cette norme, elle persiste, vous voyez, malgré une transformation très importante du marché de l'emploi depuis les années 60, hein, une féminisation. On est aujourd'hui quasiment à un actif sur 2 qui est une femme. Et en revanche, ce poids de la norme, il va influencer les représentations qu'ont les employeurs, les représentants qu'ont les salariés eux-mêmes de, leur identité de salarié, et en particulier, ça va nous permettre de comprendre la culture du travail, qui est à l'œuvre, en particulier dans des entreprises ou des secteurs d'activité mondialisés. Donc tout cette culture du travail effectivement d'origine plutôt nord-américaine, elle a infusé dans les modes de management, dans les façons effectivement dont les personnes aussi se perçoivent elles-mêmes. Et on va penser donc au secteur du conseil, de l'audit et de la fusion-acquisition, mais aussi à tous les secteurs effectivement qui ont comme racine, hein, cette culture du travail qui repose sur un engagement total des salariés. Donc les anglophones vont parler de work devotion, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des horaires de travail extensibles qu'on peut retrouver effectivement en France, d'où la problématique aussi pour les managers, hein, avec le forfait cadre, donc qui légalement permet une certaine souplesse, mais malheureusement peut tomber dans l'effet pervers effectivement, d'horaires de travail vraiment trop extensibles par rapport à la santé du salarié. Et donc pourquoi je vous parle de cette norme du salarié idéal? C'est parce qu'on voit bien qu'elle repose sur un modèle de société, sur un archétype effectivement de travailleur qui est un homme, qui va travailler toute sa vie, et une division du travail au sein du foyer. Donc Nicolas M, effectivement, vous nous parliez des parents, bah, le père travaille pour subvenir aux besoins, et la mère au foyer va subvenir aux besoins, et donc avoir ce rôle d'aidant finalement sans être, sur le marché de l'emploi. Et donc ça permet de comprendre effectivement que cette norme, elle va frapper de plein fouet, les femmes et les managers, notamment dans la possibilité de conciliation, avec la sphère privée et de disposer de temps de répit. Donc il y a 2 éléments effectivement, qui sont frappants aujourd'hui en France, hein. Donc c'est, le fait que les femmes sont le plus souvent à temps partiel, donc il y a une surreprésentation des femmes dans les personnes qui travaillent à temps partiel, sur le marché de l'emploi en France. Et elles vont cumuler effectivement cet emploi à temps partiel avec le travail de reproduction. C'est plutôt des femmes qui sont effectivement proches aidantes. Comme je vous le disais, les familles monoparentales, ce sont plutôt des femmes. Et donc, ce conflit effectivement de rôle va être aggravé par le fait de cette norme de salarié idéal où on va souhaiter pour soi-même avoir cette grande disponibilité, pour son travail, pour ses collègues, mais avec ce conflit effectivement avec la sphère privée. Les managers sont aussi de plus en plus exposés à la disponibilité permanente, donc on pense à tous ces travaux, hein, qui ont été faits sur la prégnance des outils de communication numérique, hein, le fait effectivement que le flux de communication ne s'arrête plus. Il y a une démultiplication des canaux de communication, hein, qui démultiplie cet effet effectivement d'informations à traiter de manière permanente, et l'internationalisation, des activités avec le développement effectivement d'équipes internationales fait qu'il y a en plus cette problématique de fuseau horaire, donc des managers vont commencer, très tôt le matin effectivement pour pouvoir, parler avec, les, hem, leurs collaborateurs en Inde, par exemple, dans le cadre d'informatique, hein, c'est quand même assez courant, ou voire se coucher assez tard, enfin arrêter assez tard pour pouvoir, être sur le fuseau, horaire de l'Amérique du Nord. Donc voilà un petit peu comment cette norme du salarié idéal, elle nous permet de comprendre aussi pourquoi, cet absentéisme, il touche plus particulièrement les femmes, plus particulièrement, les managers, du fait des conflits de rôle effectivement, qu'elle va créer avec, les engagements privés et familiaux.
Donc on s'arrête, je vous propose qu'on s'arrête là effectivement pour cette première partie. Je vais regarder dans la liste des questions s'il y a des questions de clarification notamment. Écoutez, je ne vois rien pour l'instant. Donc je vais redonner la parole à Marie-Anne pour un focus sur, les motifs d'arrêt pour troubles psychologiques. Oui, next. Alors, heu, donc moi, ce que je vous propose en effet, c'est déjà de voir, quelles sont les causes qui se cachent derrière les arrêts de travail. Donc, cette année, donc nous avons encore un petit peu de covid, donc vous voyez, même si, finalement la deuxième ligne est un peu en régression, on a quand même souffert de 17 d'arrêts pour cause de covid. Ce qui est frappant cette année, c'est qu'on a une recrudescence des maladies ordinaires. Donc, si on enlève le covid, en fait, la maladie ordinaire est le seul motif qui a vraiment énormément progressé. Il a pris 7 points, cette année. Sans surprise, ensuite, on a les troubles, psychologiques, l'épuisement professionnel, donc hors Mmh. covid, on voit bien que c'est la deuxième cause, hein, des arrêts maladie. Et donc ça reste stable depuis, 3 ans, à présent, depuis que c'est passé devant les troubles musculo-squelettiques qui étaient, historiquement, le premier risque entre guillemets, «professionnel», Mmh. à être tout de suite derrière les maladies ordinaires. Donc ces arrêts pour motifs, psychologiques, ils touchent toutes les catégories d'âge, toutes les catégories de salariés, mais ils sont un peu plus marqués pour notamment 25 des salariés en CDD, Mmh. pour 23 des managers, 23 des aidants et 22 que de ceux qui vivent seuls, sans enfants, dans lesquels on peut retrouver les jeunes notamment, Mmh. qui, ont beaucoup souffert de l'isolement, hein, Mmh. pendant covid et qui, se trouvent touchés par les risques psychosociaux alors, qui sont, qu'on pourrait penser qu'avec leur jeunesse, la vie leur souriait, mais non, ils sont aussi malheureusement touchés par, les risques psychosociaux. Next. Alors si on rentre un petit peu plus, dans le détail, à présent, de la durée des arrêts, donc vous voyez que finalement ce qui est, le ventre mou, de l'arrêt de travail, ce sont les arrêts moyens, donc qui durent entre 4 et 30 jours, donc ça représente la grosse majorité, des arrêts de travail et Mmh. là, les troubles, psychologiques représentent, 1 arrêt sur 5 des arrêts Mmh. moyens, donc c'est considérable. Cette année, si on regarde les arrêts longs qui ne représentent que 12 des arrêts, on a 1 arrêt sur 3 qui, a pour cause des troubles psychologiques. Alors ce chiffre-là a explosé, on était à 14 en 2019. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. Donc on peut dire que c'est le covid, que c'est et cetera. Ce qu'on peut penser surtout, c'est qu'il y a une vraie mutation du travail, d'une relation au travail qui fait que les troubles psychologiques sont devenus, exponentiels. Je parlais tout à l'heure de cette ambiance, à la fois politique, économique, mais je pense que Mmh. l'un dans l'autre, toutes ces choses-là font que, aujourd'hui, eh bien, on est presque tous concernés par les troubles psychologiques. Mmh. Voilà. Et puis si on regarde les arrêts courts, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a en deuxième cause les troubles psychologiques. Alors évidemment, la maladie ordinaire en première intention, hein, Mmh. ce qui me paraît, être une évidence. Next, c'est à Donc vous. merci beaucoup, Marianne. Donc là, nous, on va s'intéresser donc Marianne le rappelait, on a un contexte, hein, de société, de tension, hein, qui pèse sur les personnes. C'est un contexte qui est extérieur à l'entreprise. En Absolument. revanche, ça nous paraissait important quand même qu'on partage aujourd'hui ensemble aussi, qu'est-ce qui dans le travail fonde, la souffrance, mais qu'est-ce qui aussi dans le travail fonde le bien-être. Et donc je vais m'appuyer, sur une enquête effectivement de la DARES, hein, qui est, la direction de la recherche du ministère du Travail et de l'Emploi et en particulier une publication à partir
d'une enquête sur les conditions de travail et les risques psychosociaux menée en 2016, donc une publication de Thomas Coutreau, qui est un économiste qu'on connaît aussi aujourd'hui puisqu'il s'intéresse au sens au travail. Mais donc avant l'ouvrage donc qu'il a coécrit avec une de ses collègues sur le sens au travail, donc il a travaillé effectivement sur, des données d'enquête et de voir effectivement quels sont les facteurs qui vont dégrader, la santé perçue et augmenter le risque dépressif. Et donc parmi ces facteurs, on va retrouver l'insécurité de la situation de travail, hein, dont je vous parlais, en particulier pour les jeunes. On va retrouver la pénibilité physique, donc le fait de travailler, voilà, de mobiliser effectivement un effort important physiquement, de travailler dans le froid, de travailler dans l'humidité, dans le bruit. Donc ça va être vraiment un facteur dégradant dans certains secteurs bien identifiés en particulier. Et dans la plupart des secteurs, on va retrouver aussi, la demande émotionnelle. Donc la demande émotionnelle, c'est vivre des situations de tension avec le public, c'est devoir calmer les gens. Donc on pense effectivement, à toutes les relations clientèle où on a, du fait aussi de ce climat de tension, hein, qui est un peu extérieur à l'entreprise, aussi des conflits, des tensions assez fortes. Donc toute la partie des salariés effectivement qui sont en contact clientèle, en contact avec des usagers, il y a une demande émotionnelle qui est vraiment, forte, mais aussi devoir cacher ses émotions. Donc effectivement, faire semblant d'être bonne humeur, ça va être quelque chose qui va peser effectivement sur la santé mentale du salarié. Je vous ai mis un petit pictogramme de femmes puisque, statistiquement, donc dans cette enquête de 2016, on a des données qui nous permettent de conclure au fait que les femmes, hein, sont les plus exposées, à la demande émotionnelle. Ensuite, il va y avoir effectivement les conflits éthiques. Donc ça, c'est devoir faire des choses qu'on désapprouve, ne pas pouvoir faire du bon travail. Donc on parlait des soignants. Typiquement, les conflits éthiques dans les métiers du soin, c'est quelque chose qui est absolument, terrible aujourd'hui. Ne pas avoir l'information suffisante pour faire, son travail et ne pas éprouver de satisfaction du travail bien fait. Donc ça reste aussi dans le conflit éthique. Et ensuite, on a 2 paramètres effectivement qu'on va lier ensemble, notamment parce qu'on peut croiser avec, d'autres, données de Malakoff Humanis. Donc ça va être les contraintes d'organisation du temps de travail. Donc là, les hommes, hein, sont surreprésentés par rapport, aux contraintes d'organisation du temps de travail et notamment le travail de nuit, le travail le dimanche, une durée du travail supérieure à 42 heures par semaine, devoir emmener du travail chez soi. Donc là, effectivement, on a, quelque chose qui touche plus les hommes que les femmes et l'intensité du travail, ça va être devoir se dépêcher, travailler sous pression, recevoir des ordres contradictoires, continuer à penser à son travail même qu'on n'y est pas, effectuer une quantité excessive de travail. Et donc cette intensité du travail, on va la retrouver plutôt sur les profils cadres, les managers dont on parlait en particulier. Donc voilà ces facteurs effectivement qui vont dégrader la santé perçue et augmenter le risque dépressif, donc d'après l'étude de Thomas Coutreau. Et si on croise effectivement avec, des données que Malakoff Humanis récolte par ailleurs, on va voir notamment que sur les dimensions de contraintes d'organisation du temps de travail et d'intensité du travail, on va avoir 62 des salariés qui déclarent que leur état de santé mentale est lié en partie à une raison professionnelle. Ils sont 62 à déclarer que c'est en lien avec l'intensité du travail et les contraintes d'organisation du temps de travail. Donc là, on voit, typiquement que, ces questions effectivement de santé mentale, d'augmentation du risque dépressif, on a déjà un gros pavé autour de l'organisation du temps de travail et de l'intensité du travail. Et donc si on regarde effectivement parmi ceux qui déclarent que leur état de santé mentale est lié en partie à une raison professionnelle, ils sont que 21 à parler de l'insécurité de la situation de travail, 31 à parler de la demande émotionnelle et 34 à parler des conflits antiques. Donc encore une fois, ce qu'il faudrait retenir effectivement de cette analyse croisée, c'est vraiment que les facteurs donc de contraintes d'organisation du temps de travail et d'intensité du travail vont vraiment peser sur la santé mentale, des salariés. Si on regarde maintenant le versant plus positif, la contribution positive du travail à la santé, donc toujours d'après, l'enquête et l'analyse réalisée par Thomas Coutreau, donc on va trouver effectivement, l'autonomie,
le soutien social, la reconnaissance, hein, 3 grands facteurs de ressources de bien-être dans le travail. Donc là, je vous ai détaillé effectivement sur la slide un peu toutes les dimensions pour que effectivement vous puissiez les intégrer comme étant, des ressources de bien-être. En revanche, effectivement, si on croise avec, l'enquête, Malakoff Humanis, donc là, il y a quand même, d'un côté, dans l'enquête, conditions de travail, on voit que les cadres ont des niveaux plus élevés, sur les 3 dimensions. Mais si on regarde avec donc les données, récentes de Malakoff Humanis, donc les données étaient de 2015 pour, la DARES et donc là 2023 pour Malakoff Humanis. Donc là, on a un gros warning effectivement puisque, les managers ont perdu 16 points d'autonomie entre 2011 et 2023 versus 8 points pour la moyenne des salariés. Donc ça, encore une fois, c'est de la perception, c'est du déclaratif. Et ce qui est aussi très inquiétant, c'est, de noter effectivement des rapports sociaux au travail qui sont dégradés, en cause pour 40 des salariés qui déclarent un impact du travail sur leur santé mentale. Donc on voit que le soutien social, c'est vraiment une ressource et donc il faut pouvoir aussi préserver ce soutien social. Donc malgré le contexte difficile, hein, ça va être effectivement les dimensions qui vont pouvoir permettre, de garder ce qui dans le travail fonde le bien-être des salariés. Ouais. Donc je regarde si nous avons quelques questions. Moi, je peux peut-être juste réagir en Allez-y fait Marianne. sur, donc j'aime bien la façon dont vous avez, traité, les données en montrant ce décalage de 16 points, perdus, en un peu plus de 10 ans. En valeur absolue, c'est aussi, très significatif, hein. Aujourd'hui, heu, avec ces 16 points, on arrive à seulement un manager sur 3 qui peut prendre des décisions dans son travail. Là où un salarié sur 5 peut prendre des décisions dans son travail. Mmh, Enfin, moi je me pose toujours la question de me dire, finalement avant d'être salarié, on est, un humain, on est, quelqu'un de responsable dans la société et quand vous vous dites que vous êtes un sur 5 à pouvoir prendre des décisions, alors que dans votre famille, vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions tous les jours pour vos enfants, pour la société. Vous pouvez avoir être adjoint au maire, s'occuper d'une association par ailleurs. Je trouve cette dichotomie assez incroyable entre la responsabilité que vous pouvez avoir en dehors de l'entreprise et le peu de cas qu'on vous laisse finalement quand vous devez faire un travail, travailler avec des gens pour qui, enfin votre travail est important. Donc voilà, je me fais toujours mmh. la réflexion de mais pourquoi les salariés ont si peu d'autonomie? Je vous propose qu'on avance et on Oui. reviendra effectivement sur cette question de l'autonomie, hein. On Je pourrais contribuer à la fin si ça intéresse effectivement. Donc là, je vois qu'on a dans le chat effectivement Myriam M, hein, vous indiquez à juste titre que, cette perte de notion de collectif, elle est aussi, les personnes sont moins inhibées effectivement pour s'arrêter. Alors ça peut être, c'est un facteur à double sens en fait, si vous voulez. On ne peut pas voir ce qui est un peu déclenché de ce qui, est la conséquence en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qu'il faut vraiment se rappeler que ce qui fonde le bien-être dans son activité de travail, c'est le soutien social, le collectif. Donc on reviendra effectivement en conclusion sur cette notion de collectif. Donc je vous propose qu'on avance effectivement. Je vois qu'il y a une question aussi sur la prévention, mais avant ça, Ouais, on va en effectivement, parler. Marianne, allez-y Mmh. sur le Ouais, alors, bah, là, en fait, ce que je voulais, vous montrer à travers cette planche, c'est que les salariés qui sont, concernés par un trouble psy, pointent avant tout les exigences de leur travail, hein. Donc on vient de le développer, avec vos arguments. Là où finalement, les dirigeants, voient plutôt, mmh, un contexte personnel, familial, tout à fait extérieur à l'entreprise. Donc on voit bien qu'on a, un décalage de perception entre ce que vivent les salariés et ce qu'ils expliquent, qui est la cause en fait de leur souffrance et de l'autre côté, ben, ce que les dirigeants sont prêts à entendre, en tout cas ce qu'ils voient eux de leur côté. donc Voilà. Bon, effectivement, hein, Marianne, merci beaucoup pour dans ces top 4 des raisons. Alors c'est des raisons perçues puisque les exactement. dirigeants n'ont pas accès
hein, au motif de l'arrêt. D'arrêt. En Ouais, revanche, c'est la représentation qu'ils ont du motif et donc c'est là où, exactement. je vous le disais, en introduction, on a un travail à faire de communication auprès des dirigeants. N'hésitez pas à leur remonter le webinaire effectivement sur ces explications puisqu'il y a effectivement ce mécanisme un petit peu de se dire: «Ah ben, effectivement, ça doit être difficile pour la personne». Alors c'est un mécanisme de compassion, hein, donc encore une fois, Marianne le disait, on est tous des êtres humains, des personnes humaines. En revanche, dans la manière de gérer effectivement, cet absentéisme, on va avoir besoin que les dirigeants comprennent que, ce n'est pas le motif des arrêts, notamment les arrêts longs pour, motifs psychologiques, ce ne sont pas un contexte personnel familial compliqué. Ce n'est pas que ça et les salariés eux-mêmes pointent effectivement les exigences du travail en premier lieu. Absolument. Je vous propose qu'on avance sur la prévention et on passera effectivement à quelques questions si n'hésitez pas à Oui, les poser dans le chat. Marianne, je vous redonne la main. oui, allons-y. Donc, en effet, donc avant de parler de ce qui fonctionne et de ce que font les entreprises, hein, en matière, de prévention, je mon message est le suivant: je voulais surtout vous dire qu'il y avait pas un absentéisme, mais des absentéismes et des perceptions différentes de l'absentéisme. Si on observe, globalement ce qui se passe quand on vous dit qu'un salarié, sur 2 a été arrêté au moins dans l'année, eh bien, quand on décortique en fait les arrêts derrière, on voit que parmi ces 50 45 ont été arrêtés au moins 2 fois dans l'année. Donc c'est plus 4 points, par rapport à 2022 et plus 8 points par rapport à 2018 et que 18 d'entre eux, ont été arrêtés au moins 3 fois. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un absentéisme qui est plutôt de l'arrêt court et de l'arrêt, perlé, ce qu'on appelle de l'arrêt perlé. De l'autre côté, quand je regarde un peu la répartition des arrêts, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'avais le camembert où on expliquait qu'en fait, en fonction de la durée, on va avoir des causes qui sont, assez différentes, derrière, mais du risque psychosocial partout, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc là, on voit que finalement, ce qui nous marque ici, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, la répartition, je ne vais pas vous la refaire, mais ce qui est inquiétant ici, c'est que, les arrêts longs qui sont plutôt, assez stables, hein, on va se dire 12 bah, finalement on s'en sort bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les arrêts longs ont énormément augmenté en durée. On est passé en un an de 98 jours en moyenne à 111 jours. Et Mmh. ces arrêts longs sont des arrêts qui coûtent financièrement, qui coûtent en termes d'organisation parce qu'il faut remplacer les gens absents. Sinon, on est Mmh. obligé de répartir la charge de travail sur ceux qui sont présents. Et donc ces arrêts-là, s'ils ne sont pas traités d'une certaine manière, créent en boule de neige des nouvelles absences. Voilà. Next. Alors, ce qui est finalement assez incroyable, c'est que les arrêts n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, en tout cas pas les arrêts longs. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Et ce qu'il faut, c'est que les entreprises réussissent à entendre ces signaux d'alerte, avant que les arrêts ne surviennent pour pouvoir adapter leur plan de prévention. Mmh. Si on regarde, finalement les indicateurs que je vous présente, on peut se dire que regardez par exemple la quatrième ligne, on a un salarié sur 3 qui a déjà eu un ou plusieurs arrêts prolongés avant d'avoir vraiment un arrêt très long. Donc l'idée, c'est de taguer les arrêts, de les suivre, de regarder leurs évolutions pour voir en fait qui ils touchent, à Mmh. quel endroit, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de prévention. C'est ça qui est important. Donc au-delà des arrêts, répétés, il y a des signes qui sont importants à regarder aussi. C'est, voyez, la fatigue excessive. Un salarié sur 2 qui s'est arrêté dit avoir ressenti une fatigue excessive et une fatigue excessive, elle arrive pas du jour au lendemain. Une fatigue excessive, elle s'installe. Marie-Rachel le disait tout à l'heure, il y a un phénomène, finalement d'usure, Mmh. qui s'installe parce que les rythmes sont trop importants, parce que le travail est redistribué, la charge de travail est trop Mmh. importante et puis, bah, finalement, le salarié, au bout d'un moment, n'en peut plus et donc oui, c'est l'arrêt de travail et là, c'est pas un petit arrêt de travail parce qu'une fatigue excessive, c'est pas 3 jours d'arrêt qui va le régler. Voilà. Heu, donc si on a, des signes qui se sont évidemment tout ça ce sont des signes qui se sont accrus, hein, ces dernières années. Il y a une autre de nos études qui concernait, spécifiquement la santé des salariés
et la santé mentale et qui révèle d'ailleurs que, les remarques blessantes et les insultes en entreprise, ou auprès des clients ont aussi beaucoup augmenté. Mmh. Donc ça fait partie aussi, d'un phénomène d'accumulation qui fait que, les salariés vont s'arrêter pour risque psychosocial parce que, ils n'en peuvent plus. Voilà, de même que, Mmh. la surcharge, tout ça, je l'ai évoqué. Donc il y a des signes avant-coureurs, il faut juste, s'en saisir, Mmh. pour pouvoir faire changer un petit peu les lignes. Next. Alors, que font les entreprises? Alors, quand on demande aux dirigeants ils ont, un dispositif en place, vous voyez, il y a 79 des entreprises qui disent avoir au moins mis un de ces dispositifs, en place. Donc ça, c'est encourageant parce que c'est un pourcentage qui progresse assez vite. On avait que seulement 59 des entreprises, qui disaient avoir agi, en prévention en 2020 et 65 en 2022. Donc on va dire, c'est encourageant. Maintenant, quand on regarde dans les détails, ce que réellement mettent en place les entreprises, eh bien, ce qu'elles font en tout premier ordre, c'est mettre en place des tableaux de Mmh. bord, suivre des indicateurs d'absence. Ce qui est pas indiqué ici, c'est que le plus souvent, elles suivent leur taux d'absentéisme, Mmh. qui crée encore un problème puisque en fait, tout le monde ne met pas la même chose derrière le taux Mmh. d'absentéisme et ne le calcule pas de la même manière. Ce qui Alors veut j'en dire qu'on profite sait Marianne, on a oui, une question dans le chat de Stéphane P. Avez-vous oui, des outils Excel pour le suivi de l'absentéisme? Donc là effectivement, ce que vous indiquez, c'est qu'il y a 61 des entreprises interrogées qui, ont des tableaux de bord, donc plutôt Excel pour suivre Excel effectivement ou autre, ouais. les absences, pas seulement l'absence maladie, hein, si je comprends bien. En fait, il y a Non. Non, non, elles suivent tout leur type d'absence, mmh, parce que quand on dit maladie, quand on met absentéisme, en fait, on aurait presque pu démarrer par ça en disant: «Qu'est-ce qu'on met dans l'absentéisme?» Il y a aussi ce qui est l'accident du travail, les maladies professionnelles et les accidents de trajet. Tout ça, c'est de l'absentéisme. Il y a des entreprises qui, quand elles calculent leur taux d'absentéisme, mettent, les congés maternité, mmh, ça s'appelle congé, ça s'appelle pas absence, donc ça n'a rien à faire, selon nous, en tout cas, dans l'absentéisme. Donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'une entreprise ne peut pas se comparer à une autre si mmh, elle ne calcule pas la même chose au même moment. Voilà. mmh, Donc la 1re chose qu'elles font, ce sont des tableaux de bord. Ce qui a énormément progressé et qui va un petit peu dans le sens de ce que veut faire le gouvernement, c'est le contrôle. Donc mmh. les entreprises se mettent à contrôler, davantage les arrêts de travail de leurs salariés. Alors je ne dis pas que ça donne pas des résultats, en revanche, ça donne des résultats timides. Ce que ça peut donner comme résultat, en tout cas, c'est de dégrader assez fortement, le dialogue social, de créer de la défiance, d'altérer, la confiance des salariés et leur engagement envers l'entreprise. Donc Alors le contrôle, faut mmh, pas le jeter, je vous ouais. laisse la parole. Faut pas le jeter, c'est juste qu'il y a des façons de mettre en place du contrôle des arrêts de travail, un contrôle qui soit pas stigmatisant, qui soit affiché de façon très, très claire Mmh. et que tout le monde puisse se dire: «Je peux être contrôlé». Voilà, Donc effectivement, c'était exactement le point que j'allais soulever. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un protocole en interne, quelle que exactement. soit l'entreprise par ses choix, qui dise, bah, voilà, en cas d'arrêt, pour maladie, enfin d'absence maladie de plus de tant de jours ou, voilà, dans quel contexte, l'employeur demandera un contrôle. Après, c'est vrai qu'on a des dirigeants qui nous ont fait le retour effectivement qu'ils avaient beau demander des contrôles, il y avait pas forcément les ressources du côté de la CPAM pour les réaliser dans les faits. Donc C'est vrai. là, c'est vrai que le gouvernement, va devoir effectivement mettre les ressources, hein, encore Mmh. une fois en face de ce qu'ils veulent, faire, notamment en matière de contrôle des médecins traitants. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir, si dans votre entreprise, vous avez, cette question effectivement d'augmenter les contrôles, il faut qu'il y ait une procédure, qu'elle soit partagée, que les salariés comprennent à quoi sert, la procédure et qu'ils soient concernés parce qu'ils rentrent dans telle catégorie d'arrêt et pas parce que c'est eux-mêmes, personnellement, Exactement, ouais, ouais. une défiance de la part de l'employeur. Évidemment, évidemment, faut tout ça, soit basé sur l'équité parce que sinon, ça crée ce que je vous ai dit, Mmh. une perte de confiance, de motivation et d'engagement, quoi. Alors si on regarde ensuite, pour aller, un petit peu plus vite, donc ce que les entreprises disent mettre en place, eh bien, il y a des actions de prévention, alors beaucoup qui sont tournées sur ce qui est de l'hygiène de vie. Donc vous voyez,
C'est un peu curieux parce que des fois elles se disent: «Non, ça c'est personnel, je n'y vais pas» et puis, bah, là, elles acceptent, d'aller parler de sommeil, d'hygiène alimentaire, d'activité physique, Mmh. et cetera. Et puis, tout ce qui concerne, aussi, bah, les actions en faveur de salariés en situation, de handicap ou en Mmh. situation d'aidance. Donc là, les entreprises commencent à bouger. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi autour du cancer. Donc, Mmh. voilà, les entreprises quand même se mobilisent. Mais quand vous voyez la liste là que je vous ai donnée, qui est pas une petite liste, et ben, il n'y a rien qui concerne le travail, Mmh. l'organisation, les conditions de travail. Il y a rien qui concerne les risques psychosociaux alors que, c'est un des premiers Mmh. motifs d'arrêt. Mmh. Et pour cause, c'est votre slide effectivement Marianne. Et pour cause. Ouais. Alors je suis désolée, ça fait un peu mal aux yeux, mais au moins c'est très visuel. C'est que quand vous voyez, quand on interroge, les acteurs de l'entreprise là, que sont donc les salariés, les managers et les dirigeants, on voit que finalement ils ont il y a une distorsion quoi. Ils ont une vision un petit peu diamétralement opposée en fait de ce qui pourrait marcher, de ce qu'il faudrait faire en fait dans l'entreprise. Donc, quand on regarde, bah, notamment, l'organisation du travail, hein, les salariés pensent que c'est la première chose à faire, évoluer cette organisation. Ils sont, assez proches de la vision des managers. D'ailleurs, salariés et managers sont assez proches dans leur vision. Mmh. En revanche, vous voyez bien que c'est, le dernier, dans le top 5, hein, c'est la dernière proposition, citée par, le dirigeant. À l'inverse, quand le dirigeant, lui, souhaite, sensibiliser et former les salariés et les managers, au problème de l'absentéisme, eux, les salariés, bah, c'est Mmh. pas pour eux, c'est vraiment pas, un sujet de premier plan. Donc le seul finalement, Mmh. la seul item sur lequel tout le monde, enfin ça fait consensus, c'est plutôt l'évolution des pratiques managériales. Donc les salariés, en sont conscients. Les managers, à qui on a demandé de grandir trop vite, savent qu'ils Mmh. doivent adapter leur management, mais ils ont assez peu le temps de le faire, mais ils demandent à être outillés clairement. Et les dirigeants eh bien, savent que, ils doivent, Mmh. faire grandir leur manager, encore une fois, ils savent pas toujours par quel bout, prendre le sujet. En matière d'absentéisme, hein, Mmh. j'entends. Donc effectivement, là, c'est plutôt une réaction de constat, hein, qui avait fait aussi le ciment de notre présentation commune avec Marianne. Donc on voit effectivement que d'un côté, les salariés et les managers, ils sont plutôt alignés sur les manières de prévenir l'absentéisme maladie, mais on a effectivement un décrochage, des dirigeants, sur, les effets, hein, de l'organisation du travail sur la santé des salariés. Donc effectivement, les slides que je vous ai présentés autour de l'enquête, hein, sur le bien-être, psychologique au travail, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut insister, hein, dans le dialogue avec les dirigeants. Donc l'organisation du travail est vraiment au centre, des difficultés aujourd'hui, qui pèsent encore plus que, le contexte, très très difficile, sociétal et géopolitique et climatique. Et donc effectivement, l'hypothèse de recherche, que je mène actuellement, c'est de dire: il y aurait peut-être quelque part un mécanisme de défense, hein, de la part des dirigeants qui, auraient du mal à attribuer à l'organisation du travail dans leur entreprise effectivement, des effets délétères sur la santé. Après, c'est des mécanismes qui se travaillent, hein, on peut effectivement dépasser ces visions-là. Donc, voilà, dans les messages là qui nous amènent vers la fin de ce webinaire, comprendre l'organisation actuelle du travail semble nécessaire pour comprendre l'absentéisme maladie, donc ça, c'est vraiment, une certitude. C'est étayé par, toutes les sciences sociales, qui s'intéressent au travail et à l'emploi et effectivement comme piste, hein, donc effectivement je vois qu'il y a des questions sur, l'environnement de travail toxique, sur, des effets effectivement de en lien avec le covid long. Donc, moi je vous invite à consulter effectivement, le site de l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Ils font vraiment un travail formidable avec des études de cas, c'est très détaillé. Il y a des témoignages de dirigeants d'entreprises, effectivement sur, différentes dimensions. Ils ont beaucoup œuvré sur, la prise en compte dans l'organisation du travail des maladies chroniques évolutives. Donc ça nous renvoie à la question du handicap
et effectivement leur modélisation d'organisation du travail, je les trouve vraiment, très, très intéressants puisque voilà, dans chaque situation, d'entreprise ou d'organisation qui peut être différente, il y a des choses effectivement à réfléchir en lien avec des boîtes à outils, hein, qu'ils ont déployées. Donc on va essayer de se dépêcher vers la fin Oui, pour oui, parler quand alors même des médecins. ouais, donc très, très rapidement, donc je vous ai dit qu'on avait, interrogé aussi des médecins du travail pour recueillir leur avis, hein, sur l'absentéisme et sur ce qu'on pourrait faire, pour essayer de le juguler. Donc là, c'est vraiment le top 4 sur lequel, le médecin traitant et médecin du travail, se recoupent. Donc évidemment, le premier plan, c'est, l'utilité du dialogue, hein, d'échanger avec les salariés sur leurs conditions de travail pour Mmh. essayer de détecter les problèmes liés au travail avant qu'ils ne se révèlent. Organiser, des rencontres médecins du travail salariés, c'est une majorité, de médecins qui dit qu'il faudrait le faire, donc ça c'est assez chouette puisque finalement les 2 corporations, se renvoient un peu la balle, mais ont compris qu'il fallait travailler ensemble. Les médecins du travail donc soulignent, davantage le fait d'accompagner, les fragilités sociales. C'est quelque chose, dont les médecins traitants sont encore un peu éloignés, mais qui commencent à prendre en compte, notamment à faire le lien avec le travail. Hem et le dernier point et renforcer évidemment la prévention. Donc là, Mmh. les médecins sont convaincus par la prévention puisque la première prévention, c'est le vaccin, mais les médecins du travail, évidemment, considèrent qu'il faut quand même donner des conseils, en matière d'hygiène de vie, de sommeil et cetera, parce que ça participe en tout cas à éviter certains arrêts Mmh. peut-être, puisque une grosse partie des arrêts qu'on peut éviter, tiennent à l'état de santé et à l'hygiène de vie. Voilà. Donc effectivement, la partie sur les médecins traitants et les médecins du travail reste quand même très individualisante puisqu'ils ont une C'est ça. relation individualisée avec leurs patients, ce qui va effectivement compléter tout le propos qu'on tient effectivement avec Marianne sur l'organisation du travail et les éléments collectifs. Bon, là, enfin, je vais, passer rapidement. Nous Mmh. avons, des convictions, en tout cas, nous nous sommes forgés des convictions chez Malakoff Humanis, pour prévenir, gérer l'absentéisme. Évidemment, agir, c'est possible, donc il faut pas baisser les bras. Il y a plein de choses à faire. Et comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a pas un absentéisme, mais des absentéismes. Vous avez dit vu que la durée, de Mmh. l'absentéisme, donne, bah, des ont des causes différentes. Donc ça, il faut pouvoir, creuser et s'intéresser, voir le type d'absentéisme auquel on a affaire parce qu'évidemment, on ne le traitera pas de la même manière. Analyser et suivre son absentéisme, c'est une bonne chose, c'est un incontournable. Encore faut-il qu'on suive les bons indicateurs. Donc vous avez compris que j'étais pas hyper fan, du taux d'absentéisme. Ensuite, bien analyser, les données, bah, ça va pas suffire, donc il faut engager des actions qui soient un petit peu Mmh. plus efficaces. Donc, pour ça, faut plutôt développer une démarche collective en impliquant l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il faut former et outiller les managers aux problèmes de l'absentéisme. Je vais vous donner qu'un exemple, les entretiens de retour au travail après un Mmh. arrêt long. Ils savent pas les faire, ils savent Mmh. pas y aller, il faut absolument les aider. Ça, c'est un incontournable. Voilà, il faut Il nous absolument que reste les 3 managers minutes. bah, voilà. Et les autres, je vous les laisse, développer l'écoute des salariés, appréhender la Mmh. santé globale, hein, voilà et pas que la santé au travail, mais en tout Mmh. cas les 2. Les situations de fragilité, on l'a pas mal évoqué. Favoriser le retour au travail, il y a plein de dispositifs, Mmh. proposés par la loi du 2 août 2021 Mmh. qui outillent, les services de santé au travail. Donc si je dois en citer qu'un seul, c'est le temps partiel thérapeutique. Oui. Les entreprises font le frein, laisser les salariés revenir en temps partiel Mmh. thérapeutique, c'est Mmh. le signe d'un retour durable et puis, Mmh. bah, voilà, une politique de petits pas, c'est Des petits mieux pas. qu'un grand plan, dont Mmh. on va avoir du mal à accoucher. Voilà. Donc effectivement, hein, merci beaucoup, Marianne. Donc en ouverture, ce qu'on veut quand même que vous reteniez, c'est les effets ambivalents du travail dans le cadre de l'emploi. C'est-à-dire que c'est à la fois un support individuel de protection sociale. Si les gens, ils peuvent aller en arrêt maladie, être indemnisés, c'est qu'on a un système qui le garantit. Donc c'est quand même, quelque chose de très important pour les droits.
en particulier, quand on voit des mouvements effectivement dans le monde, hein, de désocialisation des États et cetera. Donc un support aussi individuel d'intégration et d'identité sociale, hein, c'est souvent vécu comme une rupture, comme un traumatisme, hein, d'être en arrêt, notamment pour troubles psychologiques. D'où l'intérêt du dispositif de temps partiel thérapeutique pour, voilà, aménager le travail, reprendre pied, se réintégrer, reprendre une identité et tout en pouvant se reposer, hein, ne pas être complètement, confronté aux aléas effectivement de l'organisation du travail et donc une répartition des tâches, coordination des actions. Il faut viser le collectif de travail effectivement comme un mécanisme régulateur. Donc là, je vous renvoie aux travaux de l'ANACT et donc effectivement, notre constat, c'est que les conditions de travail et d'emploi actuelles ne permettent plus de réguler les enjeux de santé autrement que par l'arrêt de travail. Donc c'est pour ça qu'on verra, on ne veut pas prédire pour l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, des taux qui risquent d'augmenter ou en tout cas de se maintenir à ce niveau élevé. Un petit clin d'œil effectivement pour la chaire de recherche qui va être annoncée le 7 novembre entre EM Lyon Business School et Malakoff Humanis autour de la santé mentale des dirigeants de TPE-PME. Voilà, avec les collègues Aurélien Ballion, Olivier Bachelard pour EM Lyon, Quentin Trio pour Malakoff Humanis et enfin, tous mes remerciements effectivement donc à Marianne premièrement pour cette Merci. production Mmh. commune, à Anne-Delphine Brousseau, responsable des études Malakoff Humanis, à Margot Laurent et Adrien Lacour, que vous n'avez pas vu à l'écran, mais qui étaient en back office à œuvrer. Ludivine Toutounji, directrice adjointe en charge des partenariats, donc qui nous a permis effectivement de nous rencontrer avec Oui. Marianne. Mmh. Et on se retrouve pour des prochains webinaires le 2 et le 15 novembre, donc sur Webikeo. Donc merci à toutes et à tous, en vous souhaitant une bonne journée aujourd'hui. Merci, merci, au revoir et nous avons fini dans les temps. Il nous reste